Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Le 9e volet de la série que la communauté des radios publiques de langue française consacrait à Roman Jakobson en 1977 s'ouvrait sur l'interrogation à laquelle le linguiste n'aura jamais cessé de s'affronter: quelle est la langue de la poésie ? Poursuivant l'examen de ce qu'avaient été ses recherches poétiques, cette émission avait pour thème la rythmique poétique. Pourquoi la poésie, quelle qu'en soit la langue, se distingue-t-elle de la prose par son accentuation ? La rythmique est-elle arbitraire ? Évolue-t-elle au cours des siècles ? Chaque langue possède-t-elle une organisation accentuelle qui lui est propre et à laquelle il serait impossible d'échapper ? Telles étaient les questions posées par ce 9e numéro. Des questions auxquelles répondaient en se référant aux travaux de Jakobson, Mitsu-Rona et Robert Georgin. L'occasion de mieux comprendre comment la poésie nous révèle l'existence d'une relation structurale fondamentale entre une langue et le rythme sur lequel on la parle, et pourquoi notamment nous ne sommes pas libres d'accentuer la langue française comme ça nous chanterait. Hommage à Roman Jakobson, 9e d'une série de 14 émissions, Le rythme poétique, diffusée la première fois le 3 décembre 1977 sur France Culture. La communauté radiophonique des programmes de langue française présente Roman Jakobson, 9e émission, Le rythme poétique, avec des déclarations de Roman Jakobson, Mitsu-Rona, Robert Georgin, et des textes de Beowulf, André Breton, Tristan de Rheims, Norge, Marcel Proust, Pierre de Ronsard. Une émission de Robert et Rosine Georgin. J'insiste, comme un jour insisté un linguiste français très remarquable, Tenière, j'insiste au fait qu'on peut employer cette formule latine. Je suis un linguiste et rien de ce qui concerne la langue m'est étranger. Je ne vois pas comment peut-on s'occuper du phénomène d'un type de langage en laissant de côté le reste. Même déjà pour la question du rapport, c'est important. D'autant plus que, comme je dis, la poésie est un phénomène universel. Et la poésie est un phénomène verbal. Donc, il faut se poser la question, quelle est la langue de la poésie ? Cette question, Roman Jakobson n'a cessé de la poser durant plus d'un demi-siècle. Et sa réflexion l'a conduit notamment vers les problèmes de prosodie. Comment se fait-il que la poésie, quelle que soit la langue qui la véhicule, soit caractérisée par une accentuation qui la distingue apparemment de la prose ? Pour quel motif la rythmique ? Est-elle arbitraire ? Évolue-t-elle au cours des siècles ? Mitsu-Rona fait à cet égard une remarque surprenante. Avec Jacques Roubaud, nous avons étudié la structure de l'alexandrin, de ses débuts, 12-13e siècle, au vers libre et même à la poésie tout à fait hachée, contemporaine. C'est-à-dire que pour nous, on ne peut pas penser une poésie en dehors de son évolution historique et de l'évolution historique de ses formes. Pour l'alexandrin, nous avons été obligés de lire des centaines de milliers de vers pour trouver quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire la régularité à laquelle tous ces vers, toute cette poésie obéit, quels sont aussi les changements de régularité à différents moments de l'histoire, etc. Et à partir de là, on peut comprendre le fonctionnement de la poésie contemporaine. Par exemple, Jacques Roubaud a étudié le vers contemporain, le vers dit libre, et il a montré de quelle manière ce vers libre est en fait le fils direct
et même très ressemblant de la poésie classique, indépendamment de ce qu'on pourrait croire dans la surface. C'est-à-dire, les poètes, du moins jusqu'aux années 60, ont détruit ce qui était explicite dans la poésie classique, à savoir le compte des syllabes et la rime, mais ont totalement respecté toutes les autres règles implicites, non identifiées, bien intériorisées de la poésie classique. Si seulement il faisait du soleil cette nuit, si dans le fond de l'opéra, deux seins miroitants éclairs composaient pour le mot amour la plus merveilleuse lettrine vivante, si le pavé de bois s'entr'ouvrait sur la cime des montagnes, si l'hermine regardait d'un œil suppliant le prêtre à bandeau rouge qui revient du bagne en comptant les voitures fermées, si l'écho luxueux des rivières que je tourmente ne jetait que mon corps aux herbes de Paris, que ne grêle-t-il à l'intérieur des magasins de bijouterie? Au moins le printemps ne me ferait plus peur. Si seulement j'étais une racine de l'arbre du ciel, enfin le bien dans la canne à sucre de l'air. Si l'on faisait la courte échelle aux femmes, que vois-tu, belle silencieuse, sous l'arc de triomphe du carrousel? Si le plaisir dirigeait sous l'aspect d'une passante éternelle, les chambres n'étant plus sillonnées que par l'œillade des violettes des promenoirs, que ne donnerais-je pour qu'un bras de la Seine se glissât sous le matin, qui est de toute façon perdu? Je ne suis pas résigné non plus aux salles caressantes où sonne le téléphone des amandes du soir. En partant, j'ai mis le feu à une mèche de cheveux qui est celle d'une bombe. Et la mèche de cheveux creuse un tunnel sous Paris. Si seulement mon train entrait dans ce tunnel. Une fois cette constatation faite, la question importante se pose. Qu'est-ce qui est resté inchangé dans la poésie française depuis 8 siècles, sur le plan de l'organisation accentuelle, et pourquoi certaines formes sont-elles restées intactes? Le poète reste-t-il prisonnier d'une tradition scolaire sclérosée, ou bien plus profondément, est-ce que chaque langue possède une organisation accentuelle qui lui est propre, et à laquelle il est impossible d'échapper? Robert Georgin tente de répondre. Eh bien, ma conviction personnelle est qu'il existe une rythmique propre à chaque langue, qui fait partie de la structure de la langue, et à laquelle aucun locuteur parlant cette langue ne peut échapper. La poésie serait seulement un suremploi de cette rythmique. Elle en rajouterait par rapport à ce qui est nécessaire. Cette remarque du reste n'est pas de moi, elle est du formaliste russe Brick. Et en ce qui concerne le français, il se trouve que l'alexandrin correspond ou semble correspondre parfaitement à cette rythmique naturelle de la langue française. C'est pourquoi il connaît un tel succès dès le moment où il apparaît au XIIe siècle. Dans l'alexandrin classique, les temps forts sont situés à la rime et à l'hémistiche. Prenons cet exemple de Racine. Dans un mois, dans un an, comment souffrirons-nous, Seigneur, que tant de mers me séparent de vous. Une première constatation en découle. La rythmique naturelle du français ne permet pas plus de 6 pieds pour chaque temps fort. Au-delà de 6 pieds, on rencontre automatiquement 2 temps forts. Par exemple, dans le vers de 7 pieds qui suit, une grâce qui me brûle, il y a 2 temps forts, l'un portant sur grâce, après 3 pieds, l'autre sur brûle, après 4 pieds.
Une deuxième constatation peut être faite. Rares sont les temps forts qui portent sur le 6e pied de l'hémistiche. La plupart du temps, il y a 2 temps forts à l'intérieur de chaque hémistiche, soit répartis 3-3 dans un mois, dans un an, soit répartis 2-4, Seigneur que tant de mers, soit répartis 4-2 comme dans le vers suivant, je demeurerai longtemps errant dans ces arrêts. La rythmique naturelle du français privilégie donc les rythmes suivants 3-3, 2-4 et 4-2, rarement 5 ou 6. Dès lors s'explique l'évolution de la poésie française à travers les siècles. À partir du XIIe siècle, quand apparaît l'alexandrin, la rythmique se cherche. À l'époque classique, la prosodie est codifiée. Et la règle fondamentale, mais elle reste inconsciente jusqu'à l'époque moderne, est de faire coïncider la rythmique naturelle du français avec la syntaxe. Il faut que le temps fort, rythmique, coïncide avec la fin d'un groupe de mots qui forment un ensemble sémantique cohérent. Je voudrais reprendre un exemple chez Racine avec les 2 vers célèbres. Depuis que sur ses bords les dieux ont envoyé la fille de Minos et de Pasiphae. Eh bien, il y a effectivement correspondance de chaque temps fort avec un groupe de mots qui forment un ensemble cohérent. Depuis que sur ses bords, fin de complément, les dieux ont envoyé, fin de l'ensemble sujet plus verbe, la fille de Minos, complément plus premier déterminatif, et de Pasiphae, second déterminatif. Mais, à partir du romantisme, la correspondance syntaxique et rythmique est petit à petit abandonnée. La rime en arrive à séparer l'adjectif épithète et le substantif. Après tant d'orgueil, après tant d'étranges oisivetés, et elle en arrive même à séparer l'article et le nom, comme chez Valéry. Douce colonne zo, chapeau garni de jour. Or, la règle voulait que le principal accent rythmique de la phrase coïncide avec la rime. Cette règle n'étant plus respectée, le vers classique est petit à petit abandonné. Mais la poésie actuelle continue, comme jadis, à suremployer les coupes 2-4, 3-3, 4-2, 4-4 et 6-6 qui correspondent à la rythmique naturelle du français. D'où l'énorme quantité d'octosyllabes et d'alexandrins dans les vers soi-disant libres des poètes actuels. Et il faut noter enfin qu'une forme poétique incarne particulièrement le génie naturel du français. C'est celle du sonnet. Il y a dans le sonnet un extraordinaire accord entre la récurrence des rimes et la récurrence des rythmes, et c'est cet accord entre rime et rythme qui explique la fortune qui était celle du sonnet, depuis Mallarmé près de nous jusqu'à Ronsard qui le premier en explore les possibilités. En quelle nuit de ma lance d'ivoire, au mousse bout d'un corail languissant, pourrais-je ouvrir ce bouton languissant en la saison de la plus grande gloire? Quand verserai-je au bout de ma victoire, dedans la fleur le cristal blanchissant, donnant couleur à son teint pâlissant, sous le plaisir une longue mémoire? Puisse-t-elle tôt à bonne heure venir, pour m'engraver un joyeux souvenir, fardant si peu de son cours ordinaire, qu'elle voulut l'ombre noire qui la suit? Car de la nuit, le clair jour je puis faire, et du clair jour, l'ombreuse noire nuit.
Il y a entre une langue et le rythme sur lequel on la parle une relation structurale fondamentale. Nous ne sommes pas libres d'accentuer la langue française comme nous le voudrions. C'est la langue française qui nous impose la manière dont on la prononce et dont on la chante. En sens inverse, la prononciation d'une langue nous fournit des indications sur sa phonologie et sa grammaire. Mitsu-Rona. Lorsqu'on connaît plus ou moins la versification d'une langue, on peut obtenir des renseignements fondamentaux pour la structure de cette langue. C'est-à-dire que généralement dans une langue morte, qu'est-ce qui nous reste de cette langue morte? Sa littérature, si elle a été écrite. Et si c'est une littérature versifiée, par exemple, cette littérature versifiée donne un certain nombre d'indications précises sur, par exemple, les accents. Si c'est une poésie rimée, ça nous donne sa phonologie, puisque tout ce qui est à la fin du vers est un phonème précis qui doit être répété. Donc, on obtient à partir de l'étude des rimes le système phonologique de cette langue. On obtient à partir de la structure accentuelle du vers la structure accentuelle de la langue. C'est-à-dire qu'on sait à quel endroit se trouvaient les accents du mot dans cette langue à telle époque donnée, puisque cet accent doit se trouver en telle position du vers. Ça donne une indication fondamentale de la structure d'une langue à une époque donnée, et c'est une indication qu'on ne peut pas avoir autrement, puisque personne, évidemment, ne parle plus de cette façon. Saussure avait déjà montré ça, mais Jacobson l'a fait également, et récemment, des gens comme Halley et Kaiser ont commencé leur étude de l'ancien anglais par l'étude des vers de Beowulf, c'est-à-dire qu'ils ont découvert le système accentuel de l'anglais ancien, qui était une structure accentuelle tout à fait différente de l'anglais contemporain. Ils ont pu le formaliser grâce à l'étude de la poésie. Le remous du courant reçut l'homme de guerre. Et pendant qu'il flottait entre deux eaux, la louve, qui férocement guette au fond des abîmes, aperçut un homme explorant d'en haut la résidence des monstres étranges. Elle étendit sa griffe et saisit le guerrier. Elle l'enlaça d'une horrible étreinte. Elle ne le blessa pas cependant, car la cotte de maille le préservait. Mais elle l'entraîna jusqu'à sa demeure en le tenant si étroitement serré qu'il ne put utiliser ses armes. Au passage, des bêtes monstrueuses tentèrent de le déchirer à coups de cornes, à coups de dents. Soudain, le prince se trouva dans une salle voûtée, où l'eau ne parvenait pas. Face à lui, l'ogresse s'apprêtait à mordre. Alors, le prince dégaina son glaive de bataille et d'un coup formidable, il l'abattit sur la tête du monstre. Mais le tranchant de la lame s'émoussa sur la gueule de l'ogresse. Pourtant, le glaive avait souvent fendu un casque en deux, ou traversé de part en part l'armure d'un guerrier voué à la mort. Cette fois, le fil de l'acier ne remplit pas son usage. Mais il ne se découragea pas, le parent d'Ijlak. Il jeta à terre le glaive inutile et bondit vers l'ogresse, se fiant à l'étreinte de sa droite puissante. Ainsi doit faire un homme quand il veut mériter au combat louange durable. La poésie, donc, se caractérise par le suremploi de la rythmique naturelle propre à chaque langue. D'où résulte que quelque chose d'irrémédiable se perd avec la traduction, quelque chose qui n'a rien à voir avec le sens, comme on l'entend habituellement. Entre le sens poétique et le sens commun, il y a une nuance. Robert Georgin. La plupart du temps, on s'adresse aux gens pour communiquer, pour transmettre un ordre ou une information, et que la communication soit écrite ou soit orale ne change rien à cette évidence. Mais en littérature ou en poésie, il en va autrement. C'est l'effet poétique qui prime le sens comme on l'entend habituellement. Le problème n'est plus de transmettre un message, il est de jouer avec les mots pour produire un certain effet, l'effet poétique. Le sens du poème devient second par rapport à l'organisation prosodique du vers. C'est une constatation dont on n'a pas encore mesuré toute l'importance, car elle signifie, en clair, que l'organisation langagière la plus complexe que puisse fabriquer la langue, à savoir le poème, échappe aux lois de la communication, tout au moins en partie.
Il y a une autre constatation capitale à faire et qui témoigne de notre ignorance profonde devant les mécanismes de l'invention poétique. Nous pouvons parfaitement décrire comment est fabriqué un poème. Nous pouvons analyser toutes les recettes de style, nous pouvons en faire un traité, mais ça ne suffit pas pour écrire un poème réussi. L'histoire littéraire fourmille de rhéteurs dont la mécanique esthétique tourne à vide. Et je voudrais donner en exemple un poème de Tristan de Rheims qui témoigne d'une extraordinaire virtuosité stylistique parce qu'il remplace les rimes par des assonances, mais il réintroduit des rimes internes qui sont d'un raffinement rarement égalé. Ce poème, le voici. Nous attendions des héroïnes qui dormissent sous des troènes ou tendissent sur des terrasses des lys verts et des branches rousses, et nous aurions chanté leurs lèvres avec leur fièvre dans des livres. Eh bien, ce poème est raté. C'est de la confiserie de luxe. Il nous émeut beaucoup moins que l'extraordinaire phrase inaugurale qui commence la recherche du temps perdu, cette phrase sur laquelle on n'en finira jamais de gloser et qui pose, sous son apparente simplicité, une énigme jamais résolue. Longtemps je me suis couché de bonne heure. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette phrase? Le monde du sommeil, le nageur qui nage en plein rêve et qui, comme le plongeur, s'en va puiser ses souvenirs dans les grandes profondeurs, l'insomnie peut-être, en tout cas l'envers du monde qui soudain se dévoile. Il y a dans la poésie une part de mystère. On entre en littérature comme on entre en religion. Chez tout écrivain doué, il y a un côté Sainte Thérèse d'Avila. Mais le don, même quand il s'agit de littérature mineure, c'est inexplicable. Le poème de Rheims que je citais tout à l'heure me semble raté. Celui qui va suivre me paraît réussi, et pourtant le registre choisi est délibérément un registre léger, voire frivole. Cette rose et ces deux drapeaux font naître 1000 cristaux, et pour vous, madame, un gâteau. Celui qui touche mes cerceaux devient le père d'un bel oiseau, trop vite changé en couteau. La clé n'est plus à votre anneau, je vous l'arrache de la peau, et si je tourne ce pommeau, il me répond par un jet d'eau. Quand on tire l'as de carreau, un chêne sort du tonneau. Silence, montrer de plus haut, crier, hurler, le noir fourreau étouffe cet enfant trop beau, et ce tour mortel n'est pas faux. Adieu, d'un coup de chapeau, je m'escamote. Rideau. En définitive, le code poétique et le code de la langue ont quelque chose d'irréductible l'un à l'autre. Roman Jakobson en convient. Chaque poète a affaire avec deux codes. Le code du langage parlé ou écrit et le code de la tradition poétique du moment. Et il y a déjà nécessairement une grande différence de l'un et de l'autre. Prenez même par exemple le rôle de l'accent, le rôle de la syllabe, le rôle de tous les éléments prosodiques dans le code du langage de chaque jour et dans la norme du vers français. Ce sont deux choses complètement différentes. Et alors le vers, par le fait d'être vers, toujours, il transforme le code du langage de chaque jour. Autrement, ce ne serait pas des vers. Le phénomène des rimes, etc., tous ces phénomènes-là supposent une dualité. La dualité de la poésie et du langage de chaque jour. Le vers libre, pas moins que l'alexandrin. Le poème a en partage avec le symbole d'être une forme vide, à la recherche d'un signifié qui n'est pas donné au départ. Que veut dire en effet le vers « Le jour n'est pas plus pur que le fond de mon cœur ».
qu'on l'analyse au sein de la tirade ou qu'on en extrait, ce qu'il entend communiquer au-delà du message commun, et qui nie le message commun, ce qu'il communique est équivoque et lacunaire. Toute poésie est défaut de sens. De substitution en substitution, la signification sans cesse se dérobe et se multiplie, jusqu'à ce qu'apparaisse non plus le sens en réponse, mais une question, celle-là même qui fut posée à Édipe et qui est le miroitement de l'énigme. Qui suis-je, moi qui nie ce que je suis? La communauté radiophonique des programmes de langue française vous a présenté Romane Jacobson, 9e émission, Le rythme poétique. Avec des déclarations de Romane Jacobson, Mitsurona et Robert Georgin. Les textes de Beowulf, André Breton, Tristan de Rheims, Norge, Marcel Proust et Pierre de Ronsard étaient lus par Guy Le Sire. Présentation Marcel Dossogne. La collaboration technique était assurée par Jean Balza, Paul Cougiac et Christian Nioul. C'était une émission de Robert et Rosine Georgin. Vous venez d'entendre la 9e d'un hommage à Romane Jacobson en 14 émissions, diffusée la première fois le 3 décembre 1977. À suivre. Et d'ici là, à télécharger et réécouter sur le site de France Culture et sur l'application Radio France à la page des Nuits de France Culture.